Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du Winemaker Show où je reçois Fabrizio Buccella, un auteur prolifique et une personnalité incroyable dans le monde du vin. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. N'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Fabrizio. Bonjour Antoine. Bienvenue dans ce podcast. Alors on est actuellement chez G4, un bar à vin à Paris. On a déjà interviewé Géric, qui en est le fondateur et que vous pouvez retrouver ici. Donc merci beaucoup à lui de nous héberger le temps de cet enregistrement. Mais on est à l'eau, je précise, pour les auditeurs. Il est midi alors on enregistre, donc effectivement on est à l'eau. Fabrizio, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Ah oui, ben voilà, moi je m'appelle Fabrizio Buccella, je suis né à Milan et là pour l'instant j'habite à Bruxelles, ou Bruxelles, je ne sais jamais comment il faut dire, mais soit. Donc je suis arrivé dans les bagages de mes parents à 6 ans. Et puis voilà, je ne sais pas, entre guillemets, en tant que présentation, ce que je peux dire d'autre. Dans les grandes lignes, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui est la plus grande université en Belgique francophone. Je suis physicien, docteur en sciences, donc j'enseigne les mathématiques et la physique, les rudiments de ces sciences. Et puis par ailleurs, j'ai aussi une deuxième vie, entre guillemets, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est cette vie de spécialiste, entre guillemets. Ça, c'est peut-être un peu un manque de modestie, mais en tout cas une vie d'amateur de vin, je dirais pas d'énologue, mais d'énophile en tout cas, sûrement. Voilà. Super, alors on va creuser un petit peu là-dedans. Déjà, comment t'es venue cette passion pour le vin ? Alors, cette passion pour le vin, ça c'est une histoire assez intéressante parce qu'elle m'est venue suite au voyage de terminale. Donc on était au lycée ou à la télé, nous on appelle ça lycée en Belgique, mais soit on était en terminale, 17 ans, et les professeurs nous ont emmenés à Vallon, en Bourgogne, et puis on a visité la Bourgogne vitivinicole. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Une révélation. Une révélation, exactement, une révélation, un nouvel univers, un univers sensoriel que je ne maîtrisais absolument pas, qui ne m'avait pas été forcément communiqué par mes parents. Et je suis rentré en me disant, d'une manière ou d'une autre, le vin fera partie de ma vie. Et ça, c'était une forme de promesse que je me suis faite à 17 ans. Bon, alors il faut être de bon compte, d'un point de vue statistique, j'en ai fait beaucoup des promesses. Donc celle-là, en tout cas, elle était maintenue, d'autres l'ont été moins. Mais donc voilà, le vin a finalement fait partie de ma vie. Et donc, quand je suis rentré à l'université, donc à la faculté, en sciences physiques en fait, l'année d'après, j'ai commencé à suivre les cours d'initiation à l'énologie, qui sont maintenant les cours que j'ai repris, que je donne. Et puis, un peu après ma thèse de doctorat, pour être tout à fait précis, j'ai fait une qualification de sommelier à l'Association italienne de sommeliers. Donc, j'ai quand même une vraie qualification de sommelier, qui était en fait, si vous voulez, peut-être une forme de déformation universitaire, où on a l'impression que pour pouvoir discuter du vin, il vaut mieux quand même avoir un titre que ne pas en avoir. Pour l'anecdote, à la fin de l'examen oral, il y avait une chier d'examen, si on me permettait l'expression, il y avait un grand nombre d'examens. Donc à la fin de l'ultime examen oral, avec un sommelier, vu que c'était l'association italienne des sommeliers qui était venue exprès d'Italie, avec les questions scellées, enfin bon, c'était tout un cérémonial, il me pose la question en me disant, mais pourquoi vous, qui avez quand même une carrière académique et une chaire à l'université, est-ce que vous souhaitez vous impliquer dans le milieu du vin ? Et je me rappelle que j'ai répondu à celui qui m'interrogeait, mais parce que je souhaite être comme vous, en fait. Voilà, je souhaite être comme vous. Alors il m'a regardé un peu étonné. Il me dit, comment ça ? Mais j'ai dit, non, je ne souhaite pas prendre votre place, mais je souhaite faire ce que vous faites, c'est-à-dire, en fait, enseigner le vin et transmettre la passion. Et pour cela, j'ai besoin d'un titre. À la vérité, je pense que mon examen n'était vraiment pas exceptionnel, mais bon, voilà, j'ai eu cette qualification, on a eu la cérémonie, l'ambassadeur d'Italie est venu nous féliciter, et puis j'ai pu, à ce moment-là, je me sentais plus à l'aise pour pouvoir, si vous voulez, prétendre à une petite, à minima, forme d'expertise dans le vin ayant cette qualification. Est-ce que quand tu fais tes recherches, du coup, dans le cadre de ton doctorat, est-ce que tu le fais déjà sur le vin, sur l'œnologie, ou pas du tout ? Alors, lorsque je fais mes recherches dans le cadre du doctorat, le point qui était vraiment en lien avec le vin, même si à l'époque je n'avais pas encore fait la connexion, c'était l'analyse sensorielle. Donc moi je fais un doctorat en acoustique et je dois à la fois analyser des signaux de parole et puis vérifier cette analyse par une qualification
sensorielle par des panels de juges, ce qui est en fait la base vraiment de l'analyse sensorielle. Sauf qu'à l'inverse du vin, là nous avions une information objective. Et donc en fait, pendant ma thèse de doctorat, j'ai découvert et j'ai appliqué les fondements de l'analyse sensorielle que maintenant je trouve relativement passionnant et dont je parle d'ailleurs dans mon livre qui est Pourquoi boit-on du vin, mais voilà, mais ça c'est pour l'histoire. Et puis on en reparlera juste après. Est-ce que dans le milieu de la science ou des physiciens, est-ce qu'on te considère parfois comme quelqu'un d'un peu décalé ou original maintenant ? Totalement, on me considère totalement comme quelqu'un de décalé, ça c'est certain. Bon, alors les physiciens ont la réputation d'être les scientifiques les plus décalés, hein, je dirais d'être un peu perchés, il faut être de bon compte, et quel que soit leur si vous voulez leur centre d'intérêt. Donc c'est certain qu'on me considère décalé. Et par ailleurs, dans le milieu du vin, on le voit aussi, on me dit qu'on le voit à la manière dont je m'exprime ou je donne cours, qu'il y a quand même toujours cette formation scientifique, mais aussi cette volonté de pouvoir se référer à un corpus scientifique, à des recherches validées. Si on prend l'ensemble de mes livres, il y a une bibliographie nourrie, qui n'est pas simplement la bibliographie que vous pouvez trouver sur Google, mais qui est la bibliographie que vous avez accès en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, sur des bases de données, si vous voulez, internes aux universités. Et je pense que c'est pour moi le plus intéressant, c'est de réussir quelque part à vulgariser des résultats qui, sinon, resteraient simplement en interne d'une petite communauté scientifique. Et donc, pour avancer un petit peu dans ton histoire personnelle, tu obtiens ton doctorat, tu te formes en tant que sommelier. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors j'obtiens mon doctorat, je me forme en tant que sommelier. Alors après ça, bon, j'ai une histoire compliquée. C'est-à-dire que en même temps que j'étais à la faculté, à l'université, j'ai eu des mandats représentatifs. Donc si vous voulez, j'ai été le président de tous les étudiants de mon université. C'est quand même 30 000 étudiants, ou près de 30 000 étudiants. Puis j'ai été président de tous les étudiants de la Belgique. Enfin bon, je dis c'était un peu une affaire. Et donc après mon université m'envoie pendant une petite dizaine d'années dans un cabinet ministériel où je deviens chef de cabinet adjoint d'un ministre. Et puis je travaille là en tant que délégué, si vous voulez, de mon université, un peu la porte d'entrée de mon université au sein du milieu politique, bien sûr, notamment dans les cabinets de la ministre qui avait l'enseignement supérieur, bien et la chaire scientifique, c'était un peu logique, quoi. Et puis après, cette histoire me fatigue énormément, et donc je décide de reprendre mes charges d'enseignement, mes charges de cours, et donc je reviens à mes premières amours. Je récupère les amphithéâtres, j'arrête ces histoires politiques, et puis petit à petit la passion du vin se développe de plus en plus, quoi. Donc voilà, j'ai eu cette vie là que j'apprécie beaucoup et qui fait partie de ma formation aussi, quoi. Pendant tout ce temps-là où tu es du coup dans des cabinets, où tu es dans le milieu politique, est-ce que tu continues à quand même goûter du vin? Non, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Donc je quitte le cabinet parfois à des heures impossibles, il fallait remettre des notes pour les ministres. Enfin bon, voilà, c'est une autre vie. Et tant mieux qu'il y ait des gens qui ont envie de le faire. Moi, je suis très content de ne plus en être. Mais si vous voulez, je fais énormément de dégustations, j'anime 3 ou 4 clubs d'amis en parallèle, donc non, c'est un peu délirant, si vous voulez, comme implication. Et puis à un moment donné, de toute façon, je savais pas faire les deux choses en même temps. Et pour être tout à fait franc, il y a une forme, je trouve qu'il y a une forme de sincérité, il me semble, en tout cas dans le milieu du vin, une forme de sincérité, je dis, qui est vraiment, qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours touché. Peut-être en partie le blog que tu tiens en fait partie, hein. Donc c'est quand même énormément de personnes qui sont des vrais passionnés. Je suppose le bar à vin dans lequel on se trouve, ça participe de cette logique-là. Bien sûr, il y a des déterminants économiques, bien sûr, il y a des forces économiques, politiques en œuvre, il y a des conflits de lobby, il y a des intérêts qui sont en œuvre, et donc il faut pas être naïf par rapport à ça. Le milieu du vin, c'est pas uniquement un vigneron qui va cultiver sa vigne avec un pull en poil de caribou et qui fait des incantations druidiques anciens, c'est pas que ça, c'est aussi une industrialisation poussée
à outrance et qui parfois produit un peu de la merde, hein, pour reprendre le mot de Jean-Pierre Coff, mais soit. Mais à la fin de l'histoire, je trouve qu'il y a une sincérité par ce produit qui n'est pas délocalisable, qui est donc obligatoirement là où plante la vigne. On ne sait pas aller faire du vin de France en Chine, ça c'est pas possible. Ça, on peut tout délocaliser, mais le vin en tout cas on ne peut pas le délocaliser. Par les femmes et les hommes qui le font, qui moi m'a énormément séduit, m'a assez vite mis en porte-à-faux par rapport à un engagement plus, je dirais peut-être plus administrativo-politique dans lequel, à un moment donné, je ne me réalisais pas, quoi. Je me réalise beaucoup plus dans le milieu du vin, je m'amuse beaucoup plus, et donc je suis très heureux d'être, si vous voulez, d'avoir un parcours multiple et un peu multifactoriel, hein, disons, parce que je pense que c'est toujours des richesses, mais je suis aussi très heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Tous les matins, je me lève en me disant, j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir la vie que j'ai, quoi. Je dis ça, je me le dis tous les matins en me levant, en me disant, mais surtout pourvu que ça dure. Ça, c'est ce que me dit ma maman d'une manière très immodeste. C'était le mot de pourvu que ça dure. C'était le mot que disait en Corse la maman de Napoléon, Laetitia Bonaparte. Elle disait à son fils, pourvu que ça dure. Et ma maman, en guise de sourire, elle me le dit régulièrement. Elle me dit, pourvu que ça dure. Comment justement on prie parce que tu as eu une carrière, tu avais à la fois un bagage universitaire qui est quand même énorme et qui fait partie d'un pourcentage assez faible en fait, de la population qui arrive à ce bagage universitaire. Tu entres dans des cercles politiques qui sont très fermés, très restreints, qui concernent aussi une faible proportion de la population. Comment tes proches ont vécu ce moment où tu as dit j'arrête et je passe dans le monde du vin ? En fait, bon, il faut peut-être juste couper là, le blablatage, mais j'ai pour habitude de toujours consulter énormément et d'écouter, mais sauf les décisions qui relèvent pour moi de l'intime, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, mes proches, ils l'ont vécu comme ils l'ont vécu, et en fait, peu me chaud, parce que cette chose a été faite, a été sans doute mûrement pensée dans une partie non forcément consciente de mon cerveau, mais un matin, je me suis levé, je dis, ce sera ainsi. Et puis mes proches m'ont regardé comme souvent en disant, oh là là, ça c'est encore une de ces lubies, et puis voilà, ça fait maintenant depuis quelques années que cette lubie dure et tout se passe bien. Super, alors passons justement à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il me semble que tu as publié 3 livres sur le vin jusqu'à présent. Donc il y avait l'Anti-Guide du vin, voilà, qui était le tout premier, si je me souviens bien. Ouais. Ensuite, il y a eu Pourquoi boit-on du vin ? Et le dernier qui est Mon cours d'accord mais vin. On va revenir peut-être en premier lieu sur le premier, on va le faire dans l'ordre. Ouais. L'Anti-Guide du vin, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Comment te vient l'idée d'écrire ce bouquin ? Alors, l'Anti-Guide du vin, je n'ai absolument pas eu l'idée. D'accord. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée de mon éditrice et de mon éditeur, donc de la Maison Duno, si vous voulez. Et en fait, je suis contacté à ce moment-là par la Maison Duno, qui avait remarqué les innombrables et relativement conséquents articles que je publiais sur mon blog sur le Huffington Post. Et donc, si vous voulez, voilà, il m'avait à un moment donné repéré, et puis l'éditrice me contacte en disant, on voudrait faire quelque chose avec vous. Et entre ce premier contact et la signature du contrat pour réaliser l'Anti-Guide du vin se déroule une année où tout ça a été discuté dans tous les sens. Mais donc vraiment l'idée d'aller faire un ouvrage extrêmement grand public, partant de questions entre guillemets qu'à la limite on ne se pose pas, type, allez, c'est une question dont la presse a beaucoup parlé, est-ce que le verre de vin favorise-t-il ou pas l'érection ? Donc c'était une des questions qu'on a. Je crois que la réponse est oui. Et la réponse est clairement oui. La réponse est clairement oui. Il ne faut pas boire le tonnet, bien sûr, mais un verre quotidien de vin rouge et si possible de pinot noir aide à une meilleure vascularisation et donc aide au fonctionnement du processus érectile, ou le cas échéant permet de protéger contre l'apparition de la dysfonction érectile, ce qui est un peu l'autre pendant de la question. Mais donc ça c'est vraiment une idée qui vient de la part de mon éditrice.
Et puis après, une fois que l'éditrice me donne l'idée, la réalisation, elle est tout à fait bouchelienne, hein, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que j'ai réuni un grand nombre de fois mes étudiants, en tout cas les étudiants qui voulaient participer à ce type de débat. On a fait des brainstorming et ne fût-ce que pour créer les questions, on avait une base de données de 500 questions, desquelles on a tiré les 80 ou 89 questions qui finalement se trouvent dans le livre. Donc je l'ai fait vraiment d'une manière top-down. Ça c'est comme le scientifique travaille en disant voilà, s'il faut arriver à 80-90 questions, vaut mieux partir de 500, comme ça on reprendra que les toutes bonnes, quoi, si vous voulez. Bon, il y a clairement de la marge de manœuvre pour en faire encore. Un tome 2 voire un tome 3. L'éditeur peut être ravi du nombre de questions du coup. Voilà, exactement. Là, tu vas pouvoir. On pourra refaire, mais voilà. Comment il est reçu un peu ce bouquin dans le milieu du vin moi, j'ai eu l'impression qu'il a fait un petit peu de bruit, que ça a été un livre étonnant. Comment toi, tu as perçu cette réaction ? Moi, alors, le milieu du vin l'a vraiment très très bien perçu, hein, parce que si on regarde aussi les critiques qui ont été faites par des journalistes, par des blogueurs vraiment spécialistes du vin, ont été extrêmement positives. Et effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste, ce que tu dis, pardon, est tout à fait juste, c'est qu'on se retrouve le 4 avril 2018, j'ai encore la mémoire précise, où après une épopée sur le périphérique, presque dans la nuit et sous la pluie, sur un taxi-moto, je débarque en direct dans l'émission de Julien Courbet. Et c'était le jour exact précis de la sortie du livre. Et ce qui est vraiment incroyable, j'ai quand même vu on dit que les gens ne regardent plus la télé et tout ça, mais ça c'est des histoires, les gens continuent à regarder la télé. C'est une émission qui a un très très beau taux d'audience et de succès, et on a été tout de suite numéro 1 des ventes sur Amazon dès le lendemain, quoi, ce qu'on n'a pas eu avec les autres livres. Donc il y a eu vraiment, je pense, à la fois une forme de succès populaire grâce au médium de la télé, et puis aussi ce qui m'a touché, une critique extrêmement positive des spécialistes qui reconnaissaient que derrière l'apparente simplicité du propos, des questions et du traitement, en fait, il y avait toujours une au moins, c'est pas 2, c'est pas 3 vraies études qui se trouvent derrière, qui en fait soutiennent ce qu'on dit. Donc ce ne sont pas des histoires de vignobles. Je veux dire, vous trouverez énormément de livres qui vont vous raconter des histoires qu'on raconte dans le vignoble. Ici, par contre, dans l'Anti-Guide du vin, ce sont des histoires qui sont sorties de la littérature scientifique et qui ont été extrêmement vulgarisées. On avait hésité jusqu'au bout de mettre une bibliographie, puis finalement, on a décidé de ne pas la mettre parce que le propos était vraiment trop détendu, si vous voulez, entre le rendu final et l'étude initiale. Mais ce sont des vraies études validées qui, bien sûr, pourront être remises en cause dans des études futures. Mais enfin, à l'état actuel de la sortie du livre, donc le 4 avril 2018, c'est pas si vieux, c'était très moderne par rapport à ce que la science maîtrisait sur les questions qui étaient posées par rapport au vin, bien sûr. Ok, super. Et ensuite, le deuxième livre que tu publies est « Pourquoi boit-on du vin ?» Alors déjà, première question, comment se fait la transition entre l'Anti-Guide du vin et Pourquoi boit-on du vin ? Elle se fait pas. Elle se fait pas. Alors, en fait, je racontais un peu une histoire. Bon, à l'époque, moi, j'étais pas encore dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui avec ma maison d'édition. Donc, je vais vous raconter les histoires, les coulisses, si vous voulez. Donc, je vais prendre un café avec mon éditrice. Et on discute de l'Anti-Guide, et on est en train de finir l'Anti-Guide, et puis je dis à mon éditrice, j'ai une idée de faire un livre sur en fait mes cours et mes conférences. Parce qu'en fait, pourquoi boit-on du vin ? C'est pas tous mes cours et c'est pas toutes mes conférences, mais ce sont globalement les 10 chapitres, ce sont 10 cours, 10 conférences qui ont été mis par écrit, si vous voulez. D'ailleurs, beaucoup d'amis m'ont dit, on t'entend, qui me connaissent, si vous voulez, beaucoup d'amis m'ont dit, on t'entend parler lorsqu'on lit le livre, on a l'impression que tu es là en train de nous expliquer les choses. Alors, bien sûr, ça a été écrit, bien sûr, parfois ça a été, si vous voulez, résumé, parfois ça a été un peu étendu, mais ce sont 10 cours ou 10 conférences. Et donc, j'explique à mon éditrice que j'ai ce projet-là, et que j'avais eu un contact avec un autre éditeur qui était enchanté de faire ce projet avec moi. Et alors, mon éditrice me dit « mais c'est super, mais on va le faire ensemble ».
Et alors moi, à ce moment-là, j'ai dit, évidemment, dans le sens que j'ai toujours été d'une correction absolue dans tous les endroits où je suis passé. J'ai toujours été d'une correction absolue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'allais la voir pour lui dire, tiens, au fait, j'ai une idée. Et en discutant avec Pierre-Paul et Jacques, c'est une idée qui pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. À partir de quand elle m'a dit, mais non, nous on le fait. Ça a pris ni une ni deux. J'ai bien sûr recontacté mon interlocuteur en disant, écoutez, c'était sympa, mais cette idée, je vais la faire. Mais je la fais avec l'éditeur qui m'édite. Et bon, maintenant, la relation est vraiment une relation de fidélité. Donc, on a d'autres projets avec Duno. Il y a un livre qui va sortir en février. Donc, je ne sais pas si vous l'avez... je ne sais pas quand ce sera mis en ligne, si vous voulez. Mais sûrement en février, justement. C'est en février. Donc là, il y a un nouveau livre qui va sortir en février, qui est sur l'umami. Voilà, comme ça sera juste en même temps. Et on a d'autres projets. D'ailleurs, une de mes raisons de mon passage à Paris, c'est de rencontrer tant mon éditrice que le boss de Duno, parce qu'on a beaucoup de projets ensemble et ça me fait très fort plaisir, ça me touche qu'ils aient envie de continuer. Et moi, j'ai peu d'amis, mais je les garde toute une vie. C'est la même chose dans mes relations professionnelles, et puis qui après déboulent sur des relations d'amitié. Voilà, c'est ma manière d'être. Je me sentirais vraiment mal à l'aise à commencer à papillonner. Donc, je suis très content d'être dans une relation qui se construit. Mais donc ici, le pourquoi boit-on du vin, pour reprendre la question initiale, c'est bien une idée Buccella Fabrizio Buccella qui va la présenter à son éditeur avec la petite astuce que je vous ai évoquée. Mais voilà. Et donc ça, c'est, tu me disais, des cours que tu donnes qui sont en gros repris, voilà. Bien sûr aménagés pour un livre, mais donc c'est un peu tes enseignements que tu as condensés, que tu as simplifiés peut-être aussi sur certains aspects. Voilà, exactement. Et donc une grande partie des chapitres ont été écrits avec ce que moi je dis à mes étudiants que j'appelle les transparents. Alors ils me disent que je suis un homme du XXe siècle, on peut plus dire, ça faut dire le PowerPoint ou je sais pas. Les slides, ouais, ça c'est slides. Moi je suis transparent, ils me regardent avec des grands yeux. Et donc comme ça, voilà. Mais donc c'est avec mes fameux slides transparents qu'en fait j'ai écrit. Donc j'avais le plan. J'avais le plan, exactement. Et puis il y a rien à faire. Quand j'aime beaucoup cette maxime qui n'est pas de moi, qui est d'un collègue, qui est celle de dire que en fait enseigner c'est apprendre 2 fois, et c'est tout à fait vrai. Quand on fait l'effort de mettre un cours sur les transparents et puis d'aller le donner, eh bien on maîtrise bien sûr à la fin du cours encore mieux la matière que quand on l'avait préparée. Et quand on le fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois, 20 fois, bien sûr la 20e fois où on donne le cours, ça n'a plus rien à voir par rapport à la première. Pourtant qu'on ait envie de remettre l'ouvrage sur le métier plutôt, c'est ce que moi je fais tout le temps. Je suis un peu maniaque et peut-être un peu pathologiquement atteint par rapport à ça, donc je ne vais jamais redonner le même cours qu'il y a 6 mois, 1 an ou il y a 2 ans. Il est toujours remis sur le métier, mais alors forcément il y a une incrémentation petit à petit, il y a une amélioration de cette chose qui vient aussi des questions qui sont posées par les étudiants, de connexions qui se font au moment de donner cours. On comprend les choses de l'intérieur, ce qui permet à ce moment-là de dérouler cet ouvrage. Donc j'ai pour coutume de dire que ce livre, en fait, c'est quand même 9 ans, si vous voulez, 9 ans de travail, et puis ça a été 9 mois d'écriture, et puis de relecture, bien sûr, d'épreuves, mais à l'avant, il y avait 9 ans de travail, parce qu'on m'a déjà demandé, est-ce que vous voulez pas faire une suite à ce pourquoi boit-on du vin? Je dis oui, pourquoi pas, mais ce sera pas tout de suite. Exactement, parce que voilà, c'est pas, je l'ai pas sorti comme ça de ma plume, et ce malaxage, cette rumination intellectuelle est essentielle pour faire un ouvrage de qualité où je pense le lecteur est nourri, quoi. Je dirais, il reçoit des informations qui sont pas simplement ce qu'il pourrait trouver en faisant Google, ce qui est pour moi vraiment l'objet d'un livre. Si les gens payent pour un livre, il faut pas, entre guillemets, si vous prenez l'expression, se foutre de leur gueule. Il faut qu'ils en aient pour leur argent et qu'on ait quand même mis des choses dans ce livre qui soient dignes d'intérêt. Absolument. Alors du coup, j'ai une question. Pourquoi boit-on du vin, Fabrizio ? Ah, une bonne question. Pourquoi moi je bois du vin? Pour pouvoir en parler. Et donc, la réponse à ta question est ce que nous faisons ici. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce type de rencontre. Bien sûr, j'aime aussi le pouvoir en parler avec une bouteille, mais j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup enseigner. Je suis vraiment fondamentalement un conteur ou un passeur de savoir, et je me réalise vraiment dans mon activité
global d'enseignants, hein, qui est à la fois de faire des recherches, à la fois de les transmettre oralement dans un amphithéâtre ou dans des salles de séminaire, et puis de les transmettre dans des articles, parce que je publie aussi des articles scientifiques, et puis bien sûr dans des ouvrages grand public, et voilà. Et donc ça, moi je bois du vin pour pouvoir faire ça, et pour l'instant ça fonctionne, donc pourvu que ça dure. Ça marche, eh bien, c'est noté, on espère que ça va durer encore longtemps. Comment te perçoivent tes étudiants ? Parce que alors déjà, t'en as combien ? Replaçons un peu tout ça. T'en as combien ? C'est quel niveau ? Quel âge à peu près ? Oui. Alors en première année, donc le cours de mathématiques que je donne en première année à l'université libre de Bruxelles, là j'en ai inscrit au rôle en début septembre, ils étaient 460. D'après les chiffres, il y a toujours des étudiants qui bougent, on a à peu près 400, donc c'est de bons amphis. Et alors pour le coup, cette année, c'était la dite génération des 2001, vu que l'année a commencé en 2019. Les 2001, à 18 ans, sont arrivés à la fac. Alors bien sûr, il y avait la moitié de 2001 et puis la moitié de 2000, puis il y avait encore des 99, 98, et puis mais bon, voilà, ça depuis l'année dernière, maintenant, on est passé sur l'autre millénaire. Moi, j'ai pris un coup de vieux, mais bon, voilà, maintenant, je note les générations en les appelant par leur nom officiel. Donc l'année passée, c'était mes 2000, cette année, c'est les 2001. Alors, comment est-ce que mes étudiants me perçoivent ? Ça, il faudrait leur demander, parce que là, je ne suis pas vraiment le bon juge de comment eux me perçoivent. D'autant les pauvres qu'ils ont subi l'examen il y a juste 2 jours. On pense à eux, alors. Voilà, on pense à eux, mais bon, la moyenne était excellente. Donc après, bon, bien sûr, tout le monde l'aura pas réussi, mais la moyenne était vraiment très très excellente, surtout pour une session de janvier, qui est la dite session, un peu la première en fait session qu'ils font à l'université, hein, pour ceux qui sont arrivés en première en septembre. Et bon, moi j'ai un excellent contact avec eux. J'essaye et dans les cours de mathématiques et de physique et dans les cours d'énologie d'être le plus dynamique, le plus intéressant possible. J'ai une seule règle, c'est que je pense qu'il n'y a pas, à mon sens, hein, pour enseigner, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de don. En tout cas, moi c'est mon opinion. Moi je pense qu'il n'y a pas de don. Il n'y a qu'une seule règle. En fait, il y a 3 règles. 3 mots-clés, c'est travailler, travailler et travailler. Et donc travailler, 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 ça veut dire que quand vous allez donner 3 heures de cours, vous devez connaître votre cours, vous devez l'avoir revu, vous devez avoir trouvé des anecdotes, vous devez avoir des choses à raconter aux étudiants, et puis si vous avez cours à 9h du matin, eh bien, vous n'allez pas, en tout cas moi c'est ma politique, je ne vais pas au resto la veille, je ne vais pas boire un verre avec des amis. Je veux dire, il y a un côté aussi physique, hein, dans l'épreuve. Moi j'ai parfois des journées où j'ai 7 heures de cours, hein, j'ai 3 heures, puis encore 1 heure, et puis encore 3 heures. J'arrive à la fin de la journée, je suis épuisé, mais donc ça se prépare en amont, et donc vous devez être physiquement en forme, parce que c'est le minimum de ce que vous donnez aux étudiants qui en fait, je leur dis dès le premier cours, en faisant ce qu'on appelle le présentiel, surtout au XXIe siècle avec les réseaux sociaux et tout ça, je dis, vous me donnez votre bien le plus précieux. Alors ils me regardent toujours parfois un peu avec des grands yeux, je dis c'est votre temps. En fait, le temps, c'est la seule valeur que même le plus riche nabab de la planète ne sait pas acheter. Je veux dire, quand cette seconde s'est écoulée, elle s'est écoulée pour toi, pour moi, pour tout le monde, et elle est, entre guillemets, passée. Et donc ici, elle est passée extrêmement agréablement, on est très content qu'elle est passée, mais quand elle n'est pas passée agréablement, tant pis, on ne pourra plus la récupérer. Elle nous rapproche d'1 seconde de plus de notre mort, on nous éloigne de notre naissance, on le voit comme vous voulez, mais à la fin de l'histoire, le temps, c'est le bien que vous possédez qui est le plus précieux. Et si les étudiants me font l'effort de venir à 400 pour suivre un cours de mathématiques, ils n'ont peut-être pas envie de suivre ce cours de mathématiques et qu'ils me font l'honneur d'être là, eh bien le moins que je puisse faire, c'est que 1, ils passent un bon moment, 2, ils apprennent des choses, et que 3, ils ne s'embêtent pas, pour le dire poliment. Donc voilà, j'essaie de faire le maximum. J'ai énormément de retours positifs, mais peut-être que les retours moins positifs ne m'arrivent pas, bien sûr. Ça c'est possible aussi, donc il faut toujours rester très, très modeste par rapport à ça. Mais voilà, moi je fais le maximum. Et puis bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. La personnalité peut accrocher plus avec les uns, avec les unes qu'avec les autres. Ça, c'est toujours possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans un enseignement universitaire, vous avez une panoplie d'enseignants, ce qui vous permet de vous raccrocher plutôt à l'un, plutôt à l'autre. Mais je vois par exemple
dans les demandes que j'ai, parce qu'après j'ai des cours donc ça c'est la première année, j'ai cours en BA2, ce que nous on appelle en Belgique la BA2, j'ai un séminaire de méthodologie universitaire en BA3, et puis bien sûr je suis directeur d'une série de thèses, de doctorats et de travaux de fin d'études ou de mémoire, de Master 2. Et donc je vois le nombre de demandes qui me sont faites d'étudiants qui souhaitent faire leur mémoire de Master 2, dont certains d'ailleurs bien sûr traitent par rapport au vin, même d'autres facultés, donc je dois chaque année refuser énormément de demandes parce que j'ai envie de suivre ces étudiants correctement, donc voilà, je me dis qu'à la fin je ne dois pas être tout à fait martien par rapport à leurs attentes, sinon ils ne viendraient pas me trouver, vu que c'est un choix de l'étudiant de choisir son promoteur, en tout cas à Bruxelles. Comment, parce qu'on parlait du temps, mais comment justement tu trouves toi le temps, parce que donc t'es le vin, la passion, l'écriture des livres, les cours, les mémoires que tu dois suivre. Comment tu fais ? Ah, mais j'ai toujours été, mais ça se voit assez vite. Je pense que là, depuis le temps qu'on se parle, tu l'as remarqué, j'ai toujours été hyperactif. Je n'ai jamais été soigné de manière médicamentée, donc pas. Donc le vin doit t'aider. Oui, le vin est un antidépresseur et puis l'effet psychotrope permet un peu de calmer mon hyperactivité. Mais au-delà de ça. Voilà, je remplis bien mes journées et donc voilà, ça me permet de faire ces choses. Mais bon, c'est sûr qu'il y a mon éditeur me l'a dit aussi, des amis me l'ont dit aussi, un côté un peu, si vous voulez, gentiment pathologique. Mais voilà, tant que ça reste pour le bien et que j'emmerde personne, si vous me permettez l'expression, voilà, à la fin de l'histoire, je me soigne de cette manière-là, quoi, en remplissant bien les cases de l'agenda. Comment alors, on va revenir un peu au livre. Donc, tu publies Pourquoi boit-on du vin, plutôt un succès. Alors, plutôt un succès. Alors, j'ai pas les derniers chiffres. Bon, le Pourquoi boit-on du vin, il est sorti si mes souvenirs sont bons, il est sorti en février ou en mars de cette année, de 2019. Donc, il est sorti à peu près il y a un an. Et pour un ouvrage qui est un essai, il n'y a pas d'image. Enfin, si, il y a 10 images, mais c'est une image par chapitre, si vous voulez. Oui. Mais si vous voulez, c'est un ouvrage uniquement écrit, assez dense sur le milieu du vin. Je pense qu'on a eu un très très bon essai, si vous voulez, populaire en termes de vente de l'ouvrage, et par ailleurs de nouveau des critiques des spécialistes et des personnes qui s'intéressent au vin, de nouveau extrêmement positives, qui m'ont beaucoup touché, quoi. On m'a beaucoup aussi demandé d'aller faire des conférences sur Pourquoi boit-on du vin, où je ne présente pas le livre, parce que ça n'a aucun intérêt d'aller présenter un livre de 300 pages, mais je prends l'idée de Pourquoi boit-on du vin, et puis je développe, si vous voulez, et en fonction, à une conférence, je développe plutôt un chapitre, un autre, et puis je passe de l'un à l'autre. Bon, voilà, ça a été énormément demandé, vraiment énormément demandé dans les facultés, dans les centres de recherche, à Bordeaux, à Reims. Donc on m'a demandé à l'université de Reims, à l'université de Bordeaux, à Kedge, à Marseille. Enfin, ça a beaucoup tourné. Là, tu parles de déplacements pour donner des conférences. Est-ce que parfois tu en profites pour aussi aller faire un petit tour dans des vignobles, aller voir un peu les châteaux Alors, si c'est possible, oui. C'est pas toujours possible. Et puis bon, il y a des endroits où je suis plus, où je connais un peu mieux, si vous voulez. Donc, par exemple, moi, je donne cours à l'université de Bordeaux, je donne cours à l'université de Reims. Donc, le vignoble bordelais, je le maîtrise relativement bien. Les maisons, les caves, maisons et vignerons de Champagne, je les ai visités vraiment très très bien, donc là je peux peut-être un peu plus faire l'impasse, mais quand j'étais à Kedge à Marseille, eh bien j'en ai profité pour aller faire un tour dans les Baux-de-Provence, aux alentours d'Aix, bon, avec notamment des vignerons biodynamiques, nature, enfin un renouveau magnifique, hein, qu'on n'a peut-être pas, la maîtrise de ce qui se passe là-bas, et là j'étais vraiment très très content de le faire, parce que ça c'est peut-être un vignoble dans lequel je tournais moi, mais donc j'essaye de le faire quand c'est possible. Après, n'oublions pas, j'ai des charges à assurer à l'Université libre de Bruxelles, et donc il m'arrive souvent de passer plus de temps, comme je le mettais sur ma story Instagram l'autre jour, dans les trains que dans mon salon, quoi. Ça c'est clair. Voilà, un deuxième salon. Oui, c'est ça, le train, c'est vraiment le deuxième salon, quoi. D'ailleurs, la SNCF m'a envoyé l'ultime carte, le plus haut niveau de la fidélité. Je leur ai envoyé un message pour leur dire que c'était
à ce moment-là qu'il fallait commencer à s'inquiéter. Donc c'était fort sympa, mais voilà. Donc après, pourquoi Boit-on du vin? Le dernier en date qui est sorti, même si au moment où le podcast va sortir, il y en aura encore un en plus, mais en tout cas le dernier disponible en librairie, c'est mon cours d'accord mets et vin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de celui-ci? Alors déjà, donc mon cours d'accord mets et vin, c'est déjà autoporteur comme titre, on comprend ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être un cours d'accord mets et vin. Est-ce que pour l'écrire, tu as testé ces accords justement? Comment tu l'as écrit en fait? Plus que de parler de ce qu'il y a dedans, comment tu as fait pour consigner tout ça et pour écrire? Alors ce livre, pour l'écrire, était une horreur. En fait, je me suis fait avoir. Je me rappelle encore de où j'étais quand mon éditrice m'a téléphoné et il m'a dit, voilà, on voudrait faire avec toi ce fameux cours d'accord mets et vin. Il y a d'autres cours qui existent dans la collection, un cours sur l'énologie, un cours sur les cocktails. Mais il y en a un de Marie-Dominique Bradford sur l'énologie qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps, de 3x20, vous pourrez retrouver cette interview dans le podcast. Voilà. Petit placement. Petit placement, il y aura un petit lien si vous voulez aller l'écouter, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, donc là moi je dis oui. Et je me suis dit, moi les cours d'accord des vins, ça fait des années que je les donne et ils sont pour moi très bien calés. Donc effectivement, je mets transparent et je donne ce cours d'accord des vins. Je me dis, ça va être l'histoire d'une semaine, quoi. Et en fait, non, c'était l'histoire de... Ça a été un travail immense. Parce que entre le document texte, moi je travaille d'abord sur un texte, puis après je le transforme dans un Word, puis je l'envoie à mon éditrice, et puis bien sûr il fallait aller voir l'illustrateur, la mise en page ou autre. C'était un travail vraiment, on s'est noyé. Moi je suis extrêmement fier parce que c'est vraiment... Je le mets dans l'introduction du livre, mais c'est pas une manière d'écrire une introduction pour dire, c'est pas du tout galvaudé. C'est le livre que j'aurais voulu avoir quand moi j'ai appris à réaliser les accords mets et vins, où j'ai un peu appris par tâtonnement, et puis avec notamment, grâce au sommelier italien, on a eu une forme de cadrage un peu plus théorique, et puis là, j'ai mis au point la méthode pédagogique que j'utilise, le fameux diagramme en croix, qui est explicité dans le livre et qui permet de repérer les éléments fondamentaux du vin et puis les éléments fondamentaux du mets et puis de réaliser l'accord. Et en fait, pour être tout à fait franc, il faudrait sans doute l'appeler mon cours d'accord vin et mets parce que le livre est chapitré en vin rouge, vin blanc, autres vins et puis autres boissons, eau de vie et bière. L'idée étant que c'est pas dans le bar à vin qu'on va me dédire, c'est qu'à la fin de l'histoire, quand vous avez des amis qui arrivent à la maison, vous ne pouvez pas changer votre bouteille de vin, sauf si vous êtes un homme très très riche et que vous avez 1000 bouteilles, vous pouvez en ouvrir une et puis une deuxième et puis une troisième à la recherche du vin magique qui ira avec le mec que vous avez préparé. Vous avez une bouteille, vous l'avez ouverte, vous l'essayez et puis il faut que le repas ou le plat aille avec cette bouteille, parce que là, vous n'allez pas mettre du sucre ou du jus de citron dans votre vin pour le modifier, ça c'est pas possible. Donc votre vin, c'est votre vin. Et donc alors autant apprendre au lecteur à modifier par des petites touches impressionnistes le mets. Par exemple, en mettant en avant l'effet de la sauce, par exemple en mettant justement en avant l'effet du citron, par exemple en mettant en avant l'effet d'un filet d'huile d'olive ou d'un changement dans le mode de cuisson de la viande. Et donc, quand le lecteur maîtrise tout cela, eh bien, il a une vraie maîtrise, si vous voulez, au sens où on lui a ouvert le capot du moteur de comment fonctionnent les accords mets et vins. On ne lui a pas dit « Voici les accords mets et vins, apprends ça mon ami, il y a 250 pages et puis reviens me voir pour l'examen. » On lui a dit « Il n'y a pas de tableau pour les accords mets et vins, il y a des éléments gustatifs qu'on retrouve dans le vin, des éléments gustatifs qu'on retrouve dans le mets et il y a des manières de les associer qui sont plus évidentes que d'autres avec en prime, si vous voulez, cette innovation pédagogique, ce fameux diagramme en croix qu'on trouve dans le livre et qui permet de synthétiser ces informations facilement et donc de s'y retrouver. Super. Est-ce que tu as goûté chacun des accords mets et vins? Ah oui, alors là vraiment, j'ai il y a beaucoup d'accords que j'ai dégustés et que je fais même dans mes cours, notamment l'accord avec les mozzarella, l'huile, le citron, ça je l'ai fait 15 000 fois avec un vin plus acide, moins acide, ça bien sûr. Et alors après, tous les accords qui sont dans le livre ont été testés, n'ont peut-être pas été testés exactement au moment où je l'ai rédigé, mais ils ont tous été testés. Ils ont tous été testés. Testé et approuvé. Testé et approuvé, avec toujours l'idée
que c'est au lecteur à faire sa religion. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que si le lecteur a les bases, il peut éventuellement critiquer l'accord et il pourra dire, moi je suis pas d'accord parce que j'aime pas ça, ou au contraire, je veux renforcer la saveur amère, parce que toi tu fais un accord pour essayer de la diminuer, mais moi j'aime tellement bien l'amère que j'ai envie de la renforcer. Et alors là, entre guillemets, c'est son bonheur à lui, c'est son bonheur gustatif. Donc c'est bien sûr, moi j'explique en disant, tiens, dans l'amertume, il peut y avoir un effet de masque, c'est-à-dire que amer sur amer va en fait presque diminuer la sensation de l'amertume. Cet effet de masque, on l'explique avec des accords vin rouge chocolat par exemple, mais après si vous n'aimez pas l'effet de masque ou vous dites moi j'aime beaucoup la mer, alors vous ne faites pas l'effet de masque et vous êtes heureux et vous savez pourquoi vous ne le faites pas. Et là, c'est un stade encore au-dessus dans la maîtrise des accords mets et vins, plus que justement d'avoir un tableau. C'est qu'on a une méthodologie pour obtenir exactement ce qu'on veut. Et ça m'a par exemple beaucoup touché parce que l'autre jour, je pense que je peux le citer, j'ai reçu un message WhatsApp d'Olivier Bonpasse, qui est un magnifique et dégustateur et connaisseur de vin, qui est si vous voulez, qui travaille au Point, qui chronique le vin dans le Point, et qui a écrit un nombre très très grand de livres justement sur les accords mets vins, aussi un ancien sommelier, et qui m'a dit, mais j'ai pris ton livre, je l'ai acheté, je l'ai feuilleté, c'est vraiment magique, je suis vraiment satisfait, t'as fait un super beau travail. Et donc avoir cette reconnaissance-là, pas simplement bien sûr la reconnaissance des gens, de beaucoup d'étudiants qui m'ont envoyé beaucoup de textos en disant que vraiment c'était le cadeau idéal, mais aussi la reconnaissance des professionnels qui ont une histoire et qui me disent mais vraiment ton livre est bien fait, il est intéressant, ça fait quand même toujours plaisir, quoi. C'est clair. Et en tout cas, si vous voulez apprendre les accords mets et vins et vous faire plaisir à vos amis aussi ou à votre famille, vous avez la référence. Peut-être, est-ce qu'on peut dire un mot du livre qui va sortir? On peut dire un mot, il n'y a pas de souci. C'est sur l'umami. C'est sur l'umami, la fameuse 5e saveur, qui est, on l'explique un tout petit peu dans le pourquoi boit-on du vin, qui est en fait si vous voulez, le glutamate monosodique est un dérivé du processus fermentaire, donc vous retrouvez du glutamate monosodique bien sûr dans le vin, bien sûr dans la bière, mais vous le retrouvez dans le chocolat, vous le retrouvez dans le chou qui fermente, en choucroute, en lactofermentation, vous le retrouvez dans les fromages, dans les yaourts, vous le trouvez dans le saucisson, donc dans tous les produits qui subissent une activité enzymatique bactérienne de ce type-là, avec bien sûr on en retrouve aussi un peu dans le vinaigre avec les bactéries qui attaquent, et c'est un exhausteur de goût. C'est un exhausteur de goût qui est d'ailleurs produit à grande échelle par l'industrie agroalimentaire pour pouvoir saupoudrer l'ensemble des plats qui sont les plats de l'industrie agroalimentaire, souvent de très très mauvaise facture, avec des matières premières extrêmement dommageables, si vous voulez, presque pour la santé. Alors on va vous rajouter beaucoup de glutamate monosodique pour lui donner un peu plus de goût. Donc, ce glutamate monosodique, on le trouve naturellement dans les produits fermentaires. On le trouve aussi naturellement dans une série d'aliments. Et puis, il est aussi utilisé par l'industrie agroalimentaire artificiellement. E621, code nomenclature européenne des exhausteurs de goût. Et ce que le livre souhaite expliquer au lecteur, c'est d'abord toute l'histoire du glutamate, comment il est arrivé là, à quoi il sert, ce qu'il goûte, comment est-ce qu'on peut le reconnaître, quels sont les aliments qui. Mais à la fin de l'histoire, ce que le livre veut apprendre, c'est à pouvoir cuisiner en utilisant des aliments qui ont du glutamate. Je pense par exemple aux oignons, je pense par exemple aux petits pois, je pense par exemple bien sûr au roquefort, au parmesan, qui sont des aliments qui contiennent les plus grandes concentrations de glutamate monosodique, mais en bannissant tous les aliments qui possèdent du glutamate monosodique ajouté. In primis, vraiment le fameux cube de bouillon. Le fameux cube de bouillon, le viandox, c'est un concentré de matières grasses, souvent d'huile de palme, de sel et de glutamate monosodique. Et donc on va apprendre, où on essaye d'ouvrir la porte pour que le lecteur puisse avoir plaisir à de temps en temps modifier ses préparations, rajoutant des aliments qui naturellement contiennent du glutamate, tout en bannissant les aliments qui en contiennent artificiellement. Et le livre se termine par une petite quarantaine de recettes. Ah, d'accord, j'avais demandé justement s'il y avait des recettes. Voilà, exactement. Se termine par un ex de 35-40 recettes de la cuisine historique, traditionnelle, italienne. Bien sûr, là j'ai fait un petit clin d'œil à mon pays d'origine.
Ok, super. Et ben on a hâte que ça sorte. On ira bien sûr jeter un petit coup d'œil à tout ça. Alors en plus de toutes ces activités, de tous ces livres, il y a aussi Interwine and Dine. Voilà. IWD, IWD, je sais pas comment je... Ah nous on dit IWD, on le dit à la française. IWD, ok, à la française, dont tu es directeur. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors en fait c'est une école que nous on appelle à Bruxelles en Belgique une école d'énologie, mais on n'enseigne pas l'énologie au sens du diplôme national d'énologue, mais par contre on enseigne l'énologie au sens si vous voulez littéral sémantique du terme, à savoir donc la parole sur le vin, logos et nos. Et donc en fait c'est une école en gros qui apprend aux étudiants, mais quand je dis étudiants, c'est un terme générique, hein, les étudiants ont 65 ans, hein, donc c'est pas lié à une question d'âge, mais s'ils s'inscrivent chez nous, ils deviennent forcément étudiants. On leur apprend à déguster, à décrire un vin, à pouvoir maîtriser tous les codes de la dégustation, et on va jusqu'à, en tout cas au dernier cycle, hein, il y a trois niveaux, le WD1, WD2 et WD3, et au troisième niveau, ils reçoivent le certificat d'aptitude à la dégustation qui leur permet de participer à des concours internationaux s'ils le souhaitent, donc d'être vraiment des dégustateurs patentés. Mais donc ça c'est vraiment l'idée de l'école d'énologie, de mettre à la disposition du plus grand monde qui soit ce savoir qui est en partie peut-être, on revient un peu à la question que tu m'avais posée au début, pourquoi tu bois du vin? Moi je bois du vin pour en parler, et il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient en parler, et qui peut-être ne boivent pas du vin pour en parler, mais qui en tout cas boivent du vin pour des raisons qui leur sont chères, et qui par ailleurs souhaiteraient un peu mieux communiquer sur leurs produits, que ce soit à leurs proches, que ce soit à d'autres, que ce soit de simplement pouvoir décrire un vin quand vous allez chez un caviste dans un bar à vin pour dire que c'est ce vin-là que vous souhaitez déguster. Et donc donc on a vraiment beaucoup de demandes. Donc on a à la fois des demandes de type corporate, hein, comme on dit un peu entreprise, hein, B2B, c'est un peu le terme consacré, je m'y suis mis aussi. Et puis sinon on a des demandes beaucoup de un peu plus B2C. B2C, exactement, les consommateurs lambda qui alors s'inscrivent dans les cours collectifs ou qui par ailleurs créent des groupes de dégustation, et alors on les suit sur 1 an, 2 ans, le temps qu'ils le souhaitent. Super. Alors, il me semble aussi que tu as un module en ligne, ou je me trompe? Ah oui, alors il y a une formation en ligne, ça c'est une affaire. Alors, parce que ça c'était toute une affaire, surtout pour tourner les vidéos et tout ça. Mais bon, et on a une formation en ligne gratuite, hein, qui se trouve sur la chaîne YouTube qui est Fabrizio Buccellato WD. Peut-être qu'on peut la référencer. Elle sera présente. Ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais donc toujours est-il que là il y a une formation gratuite qui permet déjà d'avoir quand même beaucoup de bases, hein. Je trouve qu'on va quand même bien loin. La formation gratuite, ça m'intéresse d'avoir les retours. J'ai l'impression d'avoir essayé de faire les choses les plus pédagogiques possibles, hein. On n'a pas improvisé les vidéos, c'était des vidéos qu'on a faites avec un script, si vous voulez, pour qu'elles soient les plus claires possibles. Donc on n'a pas été à la sauvage avec un réalisateur et puis je vais vous dire comment déguster un vin. Ça c'est oui, on peut le faire pour une vidéo de 30 minutes, mais quand vous avez là, je crois qu'on a une dizaine, on a 10 ou 20 vidéos dans la formation gratuite qui font toutes 6 ou 7 minutes. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et qu'à chaque vidéo on voit un concept, que ce concept soit plus ou moins bien décrit. Et donc on essaie de faire au mieux. Bien sûr, il y a toujours moyen de s'améliorer, mais ça m'intéresse d'avoir les retours par rapport à ça, parce qu'on essaie vraiment de mettre cette compétence à disposition de ceux qui n'ont pas le temps d'aller suivre un cours d'énologie concrètement, quoi. On mettra un petit lien, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça et à faire un retour en commentaire, en contactant Fabrizio. Voilà, vous avez plein de moyens de le faire. D'ailleurs, il me semble qu'on peut te suivre sur Instagram. Ah, sur Instagram, je suis un dingue de l'Instagram. Ça, vraiment, ça c'est mon médium favori. Et donc, c'est Fab Sommelier ou Fabrizio Buccella, je pense qu'en faisant les deux recherches. Je pense que vous le trouverez assez facilement. Voilà. Ouais. Super. Est-ce qu'il faut te souhaiter quelque chose pour la suite? Est-ce que tu as des projets? Ah oui, j'ai bien sûr plein de projets. Mais il faut juste me souhaiter que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Voilà. Okay, on en revient là.
faut vraiment ce côté particulier. Moi, j'avais fait une adresse pour la fin de la promo des étudiants du Master 2 du droit des vins et du spiritueux de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Ils m'avaient sélectionné pour faire l'adresse de la promo. J'avais été assez honoré et j'avais terminé l'adresse en disant moi j'ai un petit mantra, si vous voulez, qui est mon mantra, qui me permet en partie de survivre dans les 4 coups durs. C'est que je me dis à chaque fois, elle n'est pas belle la vie, parce que je pense que voilà, la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue, et parfois, malheureusement, on ne se le dit pas assez souvent. Et donc voilà, c'est un peu, si on me doit souhaiter quelque chose, c'est peut-être de pouvoir continuer à me dire chaque fois avec le sourire, elle n'est pas belle la vie, voilà. Ok, ça marche. Bon, on aura rien sur les projets à venir, mais on suivra. Non, les projets, ça, ils sortiront, plic-ploc. Vous avez déjà le scoop sur l'umami. C'est vrai qu'on a déjà un scoop. Ok, mais on suivra tout ça de très près. Il me reste 3 questions à te poser, Fabrizio. La première, c'est est-ce qu'il y a un vin coup de cœur que tu as dégusté il n'y a pas longtemps et que tu conseillerais Oui, alors clairement, alors bon, c'est rien de nouveau sous le soleil, mais moi j'aime énormément les vins plutôt acides et plutôt frais. Et dans ce cadre-là, j'ai toujours un vin coup de cœur qui me suit depuis de longues années. C'est le fameux Morgon Côte de Pie de Jean Foyard, qui est un vigneron historique du Beaujolais, plutôt dans une tendance, je dirais, biodynamique, nature. Je ne sais pas exactement où il en est dans sa certification, mais c'est plutôt cette idée-là. Les idées type Marcel Lapierre. Et donc moi j'aime beaucoup ce vin. Donc c'est dense, il y a du volume, énormément d'acidité, pas de déviation, donc il n'y a pas de Brettanomyces, je veux dire que c'est un vin qui est propre et droit et qui ne m'a jamais déçu. Donc voilà, ça c'est pas un coup de cœur du moment, mais c'est un vrai coup de cœur qui me suit depuis de longues années et qui est encore relativement abordable. Alors bon, le vigneron est relativement bien coté, donc maintenant peut-être les prix augmentent un peu, puis c'est Morgon, puis c'est dans Morgon la Côte de Pie, donc c'est encore un petit morceau de Morgon. Mais enfin, par rapport à les Bourgognes, je veux dire, on a un prix un peu plus raisonnable. Alors, c'est un vin qui est faussement facile, si vous voulez. Vous le buvez et il passe crème, entre guillemets, et puis en fait on se rend compte qu'il a beaucoup d'autres choses à dire, et donc c'est pour moi un beau niveau d'esthétique quand on réussit à faire quelque chose qui a l'air évident, mais on se rend compte qu'en fait derrière il y a énormément de travail. Mais voilà, c'est vraiment très... mais donc voilà, il faut pas, c'est un vin qui ne demande pas énormément d'intellectualisation, donc c'est un vin, je pense, populaire au bon sens du terme, qui peut s'apprécier très facilement par un amateur novice. Même si, bien sûr, derrière, il y a un travail du vigneron qui est exceptionnel, je trouve. Donc voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour ce vigneron et pour tout le travail qu'il fait. Voilà, ça c'est peut-être un peu sa cuvée représentative, donc je peux la conseiller à vos auditeurs, j'allais dire aux lecteurs. Mais il y aura les deux, parce qu'il y aura aussi un article voilà. de blog qui est associé, donc dans les 2 cas, on a cette recommandation. Si tu devais recommander un livre sur le vin? Alors, si je devais recommander un livre sur le vin. Alors, si je devais recommander vraiment un livre sur le vin, je vais être tout à fait déconnecté. C'est un livre particulier, particulier par rapport au vin, mais qui est fait par un ami, par un collègue de l'Université de Bourgogne, qui s'appelle Christophe Lucan. Il a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle Le vin et la guerre. Qui est assez dense, je pense aux éditions Armand Collin, et ils viennent de sortir en poche une édition qui est un peu plus réduite, qui se lit un peu plus facilement, et qui en fait réussit le tour de force de pouvoir parler de cette période compliquée. Parce que bien sûr, il y a eu quand même des aménagements avec la puissance occupante, notamment dans les régions vitivinicoles. Et lui, il le fait avec un côté extrêmement libre-exaministe et tout à fait neutre du chercheur universitaire. Et donc, il peut en parler en sortant parfois
d'histoire un peu romancée qu'on souhaite raconter. Donc parfois l'histoire n'est pas toujours jolie à entendre, mais elle est toujours extrêmement bien documentée et elle n'est jamais donneuse de leçons. Et je pense que c'est un ouvrage qui vraiment est extrêmement intéressant, très, très nourrissant au sens vraiment propre du terme. Et ça se lit, vous pouvez le lire, ça se lit extrêmement facilement. Il écrit très très bien. Vous pouvez le lire dans le tram, dans le bus, dans le métro. Vous ne devez pas être entouré dans une bibliothèque François Mitterrand avec tout le monde qui se tait pour pouvoir en profiter, quoi. Je dis donc, et vraiment, je recommande l'édition en poche qui vient de sortir, qui coûte quelques euros et qui permet de rentrer dans sa pensée très très facilement, où il a un peu condensé, enfin, ou en tout cas il a coupé une série de parties par rapport à l'ouvrage initial, ce qui permet à un public non averti de rentrer plus facilement dans son idée. Voilà, Le vin et la guerre de Christophe Lucan, très très bel ouvrage, vraiment qui devrait être mis dans toutes les mains. Il vient de signer, je pense, des contrats pour le traduire en japonais, pour le traduire en anglais. Donc oui, ça c'est un ouvrage qui à l'étranger a eu beaucoup de succès et je pense qu'il mérite un succès équivalent, c'est pas encore plus important bien sûr en France, vu que lui-même est français, qu'il l'écrit en français. Super, eh bien, on ira, de mon côté en tout cas, j'irai le lire, bien sûr, et puis on vous le recommande très chaleureusement. Et pour finir, si tu devais me recommander d'interviewer une personne... Alors, si je devais recommander une personne, je pourrais bien sûr te recommander d'interviewer Christophe Lucan, si tu veux, ça c'est bien sûr, c'est possible, mais si vous voulez, un peu j'ai grillé ma cartouche en le mettant avec l'ouvrage, donc ça serait un peu ne pas répondre à la question. Alors moi, sans hésiter, j'irai chez Jacques Dupont. Jacques Dupont, qui est donc le correspondant vin du Point, qui est une personne fabuleuse. Moi, je l'appelle toujours camarade, parce que c'est vraiment un ami, mais c'est aussi un ami en termes d'idées, en termes de vision du monde. Il a pour moi, une des plus belles et plus construites visions du vin. Donc, c'est un grand défenseur du vin. C'est un érudit, un puits de science. C'est un conteur fabuleux. Pour moi, c'est le plus beau conteur qui existe. On pourrait l'écouter pendant des heures. Pendant des heures. Il a des lettres. Il peut citer de mémoire des ouvrages d'auteurs français, en veux-tu, en voilà. Donc il a énormément de lettres, énormément de références. Et donc il a une approche extrêmement oui, vraiment esthétique du milieu du vin de par son background, et également une approche extrêmement démocratique. Donc toujours en faisant attention à ce que le vin ne soit pas le seul produit d'une petite minorité, mais que ça puisse être un beau produit pour tout qui souhaite en profiter, donc pas uniquement les vins hors de prix, quoi, je dirais. Et il a vraiment une intelligence 360 degrés. On parle beaucoup dans les médias de 360 degrés, mais lui c'est une intelligence 360 degrés qu'il a mis au profit du vin. Donc il est le correspondant du Point par rapport au vin. Il a une autre caractéristique qui est assez fabuleuse, par exemple, c'est qu'il refuse systématiquement tous les voyages de presse. Il les refuse pour simplement être tout à fait neutre, indépendant. Bon, il a bien sûr la chance d'avoir un média qui le soutient, qui peut l'envoyer quand il l'envoie dans le vignoble en prenant à charge du média le déplacement. Mais ça fait aussi qu'il n'y a pas ces histoires de dons et de contre-dons. Il a une vraie liberté de parole, une vraie liberté de pensée, vu qu'il n'est pas, il est un peu détaché par rapport au milieu du vin, ou en tout cas par rapport au milieu du vin, de la connexion des relations presse, quoi, si vous voulez. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui par rapport à ça. Pour la petite histoire, moi aussi je refuse les voyages de presse, mais pour être franc, la vraie histoire, c'est que je le refuse simplement pour une question de temps. À la fin, ça me permet quand même d'avoir un cadrage un peu plus, d'être un peu plus à l'aise, bien sûr. Mais voilà, je dis donc ouais, Jacques Dupont, si je peux te le recommander, je peux te donner l'ensemble de ses coordonnées pour que tu puisses. Oui, avec plaisir. Excuse-moi, je peux te donner l'ensemble des coordonnées pour que tu puisses le contacter. Et je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Il est bien sûr, il est à Paris, donc c'est assez facile pour le voir. Et avec plaisir, donc restez à l'écoute des prochains épisodes. On aura peut-être l'opportunité de rencontrer Jacques Dupont et de faire un épisode ensemble. En tout cas, ce sera avec plaisir de mon côté.
Merci beaucoup Fabrizio. Merci à toi Antoine, ce fut un plaisir. On en est déjà à l'heure d'interview, c'est passé très vite et c'était un très grand plaisir de t'accueillir ici. C'est fut réciproque. Parfait, à bientôt. À tout bientôt. Voilà, au revoir mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.